Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série de vidéos sur l'analyse complexe et l'arithmétique. Et aujourd'hui on va aborder la formule de Cauchy via la preuve de Dickson. Donc on va procéder en deux étapes. Dans un premier temps on va montrer un lemme et ensuite on verra la démonstration de cette formule où on va préciser un peu le contexte, savoir ce que c'est gamma, z, etc. Petit aparté pour vous dire que j'ai mis dans la description un fichier répertoriant tous les résultats utiles pour cette série de vidéos. Le fichier est très long, mais ça peut vous permettre de suivre quelques preuves si jamais c'est pas très clair ou si vous voulez en savoir plus. Donc le lemme dont on va avoir besoin aujourd'hui, ça va être le lemme qui est un peu l'analogue du théorème de Jordan, mais on va dire dans une version plus simple. C'est quand on prend un chemin qui va être C0, C1 par morceau et qui sera fermé. Alors on va pouvoir trouver une unique composante non bornée à C privé de gamma. Quand je dis C privé de gamma, c'est-à-dire on prend C et on enlève l'image de gamma, l'image par 0,1 de gamma. Notez que l'indice sur chaque composante connexe par arc est constant, simplement parce que l'indice de gamma sur chaque composante connexe donne une fonction continue à valeur dans Z, l'indice c'est un entier, et donc forcément si on a une fonction continue sur un connexe par arc, la valeur dans Z il est forcément constant. Donc la preuve de ce lemme, c'est la suivante. Donc on va dessiner gamma par exemple, donc prenons un gamma là comme ça. Ce que ça nous dit c'est que donc, gamma de 0,1 il est compact. Donc s'il est compact, on va pouvoir l'inclure dans un certain disque fermé de centre 0 et de rayon R. Par exemple, là on aurait ce disque là. Voilà. Et ce qu'on va utiliser c'est que, donc ça on va le noter D, et ce qu'on utilise c'est que C privé de D c'est connexe par arc. Voilà. Donc si on prend par exemple deux composantes connexes non bornées, donc C1, C2, ok, on va pouvoir trouver donc dans ces deux composantes connexes par arc des points Z1 et Z2 qui sont en dehors du disque. Donc on va prendre Z1 qui est dans C1 et qui n'est pas dans le disque, donc qui est dans le complémentaire du disque. Ok. Et on va pouvoir trouver Z2 qui est dans C2 inter C privé de D. Voilà, donc par exemple on va avoir Z1 qui sera ici et on aura Z2 qui est ici. Donc simplement, ils vont tous les deux être dans C privé de D. Et comme j'ai dit, comme C privé de D est connexe par arc, on va pouvoir trouver un chemin qui les relie. Et donc en fait, Z1, il va appartenir à la composante connexe par arc C2. Et il appartient aussi à C1. Voilà. Donc évidemment, ça nous dit que C2 est égal à C1. Puisque les composantes connexes par arc, par définition, elles sont disjointes. Dès qu'on prend deux composantes connexes par arc différentes, si elles n'étaient pas disjointes, on pourrait trouver un point qui est entre les deux, puis ensuite on peut relier n'importe quel point de C1 au point de C2 via le point intermédiaire, et donc ça serait absurde. Bref, donc ça c'est la démonstration du lemme, voilà, très simple. C'est comme je l'ai dit, donc une sorte de lemme de Jordan, terme de Jordan, mais en fait on n'a aucune indication sur l'indice à l'intérieur de gamma. Parce que du coup, donc, cette unique composante connexe par arc, on va l'appeler l'extérieur. Okay, donc on va avoir l'extérieur de gamma, et puis ensuite on va avoir l'intérieur de gamma. L'intérieur de gamma, ça va être donc l'union de toutes les composantes connexes par arc bornées. Okay. Voilà, on peut en avoir un nombre infini potentiellement. Et ça, c'est donc l'unique qui n'est pas borné. Okay. Et donc, le théorème de Jordan, normalement, il nous dit que on a un seul intérieur, on a une seule composante connexe par arc, et que sur cette composante connexe par arc, l'indice est égal à 1. Donc ici, nous, on n'a pas d'indication sur l'indice de l'intérieur. On n'a aucune indication. Par contre, on a une indication sur l'indice de l'extérieur, parce que l'indice, rappelez-vous, c'est défini par... Donc l'indice de Z, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de d oméga, oméga moins Z, gamma. Voilà, ça c'est l'indice. Et donc, quand je fais tendre Z vers plus l'infini, en module,
avec un théorème de convergence dominée, on va simplement pouvoir dire que l'intérieur tend vers 0 et ensuite les majorations se font bien, je vous laisse le vérifier, et donc on a l'indice qui tend vers 0. Voilà, sauf que l'indice, comme j'ai dit, il est constant sur la composante connexe par arc, donc évidemment il est constant à 0 sur tout l'extérieur. Donc l'indice par rapport à gamma de l'extérieur, c'est 0. Voilà. Voilà, c'est la seule indication qu'on a, mais par contre on peut très bien prendre des éléments à l'intérieur qui sont d'indice égal à 0. Donc par exemple, on peut avoir un truc qui fait comme ça, et puis hop, ça revient. Et du coup, si je prends ce point à l'intérieur, on voit que le chemin fait un tour, puis il en fait un autre, et donc il est bien à l'intérieur, mais voilà, il est d'indice 0. Ok, donc maintenant on va pouvoir attaquer la preuve de Dickson, qui a été faite en 1980, si je dis pas n'importe quoi, sur la formule de Cauchy. Voilà, donc le théorème qui nous intéresse, c'est donc pour la formule de Cauchy, quand on prend une fonction holomorphe et qu'on va intégrer sur un chemin gamma dont l'intérieur va être contenu dans oméga, on va pouvoir calculer f de z à partir d'une intégrale le long de gamma. Donc ça, c'est une formule qui est vraiment centrale en analyse complexe, puisque ça nous permet d'établir, en fait c'est une sorte de propriété de la moyenne mais remasterisée, qui nous permet de calculer la valeur de f en z, connaissant la valeur seulement de f le long d'un chemin. Donc j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais en gros on peut démontrer cette formule de manière un peu plus géométrique. C'est-à-dire en fait on démontre comme ce qu'on avait fait pour Goursa précédemment, on démontre la formule de Cauchy, une sous-formule de Cauchy sur des triangles, puis on élargit aux rectangles, puis aux polygones, etc. Et on élargit comme ça de plus en plus les chemins gamma jusqu'à avoir n'importe quel chemin gamma. L'avantage de la preuve de Dickson ici, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus topologique, qui va se faire d'une traite avec les bonnes hypothèses et qui va nous permettre de démontrer, sans avoir à démontrer des sous-résultats, la formule de Cauchy. Donc en fait, l'idée de Dickson, ça va être déjà de poser deux fonctions auxiliaires. Donc on va poser g de z oméga qui va être égal à f de z moins f de oméga sur z moins oméga. Donc là, de cette manière, on fait une sorte de différence, de dérivée de f. Et ensuite, on réintègre cette fonction. Donc là, c'est pas mal parce qu'on voit effectivement que là, on a f de oméga sur oméga moins z. Donc ça nous fait penser à un taux d'accroissement, mais il manque juste le f de z. Donc d'où l'intérêt de poser cette fonction-là qui vient rattraper et qui vient vraiment s'exprimer comme un taux d'accroissement. Et ensuite de dire, j'intègre cette fonction. Donc le long de gamma. Ok. Ça c'est si z il est dans oméga. Évidemment parce que f est défini sur oméga. Ok. Donc ça n'a pas de sens d'intégrer si z est en dehors d'oméga. Ça n'a pas de sens d'évaluer g en un point différent en un point qui n'est pas dans oméga. Ok. Maintenant on va vouloir définir h en fait sur l'entièreté de c, donc on va vouloir le définir sur le complémentaire d'oméga. Et pour ça, en fait, une manière naturelle de le définir, ça va être de regarder donc qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer. On est en train d'intégrer donc f de z moins f de oméga sur z moins oméga. Ok, on est en train d'intégrer ça. Et donc ça, on pourrait le séparer. On pourrait dire, on veut le séparer en f de z fois l'intégrale de d oméga z moins oméga. Donc ça, on voit que c'est 2 pi l'indice de z par gamma. Et moins l'intégrale de f de oméga z moins oméga d oméga. Donc finalement, on se rend compte que ici, si z n'est pas dans oméga, en particulier, ça implique que z est dans l'extérieur. Vous êtes d'accord? Ça, c'est simplement par nos hypothèses. Si z est dans l'intérieur, alors forcément, il est dans oméga. Et donc, ou alors il peut être aussi dans gamma. Mais dans tous les cas, il sera dans oméga. Ça contredit l'hypothèse que z n'est pas dans oméga. Donc si z n'est pas dans oméga, forcément, il est ni dans l'intérieur ni sur gamma. Donc, il est forcément à l'extérieur de gamma.
Et ça c'est intéressant parce que sur l'extérieur, on a dit l'indice est égal à 0. Donc ça veut dire que quand z, entre guillemets, n'est pas dans oméga, cette formule se simplifie en l'intégrale de f de oméga sur oméga moins z. C'est exactement ce qu'on veut calculer. Ok, donc ça en fait c'est juste h de z. Donc là j'ai juste réécrit h de z, sauf que là c'était un peu illégal. Pourquoi? Parce qu'on avait ici une évaluation de f en z. Si z n'est pas dans oméga, f de z ça ne veut rien dire. Mais l'intérêt c'est qu'ici on a 0. Et donc on peut entre guillemets un peu arnaquer en disant ça on ne le connaît pas, mais comme c'est multiplié par 0, c'est que le tout fait 0. Bon. Ok, donc en fait on va simplement poser h de z. On va le définir comme étant égal à ça. Voilà. Donc là maintenant vous avez tous les objets dont on va parler et on va démontrer des choses sur ces objets. Donc G, puis H, puis H de Z. Alors évidemment j'ai fait une bourde, c'est que ici si Z est égal à oméga, ça n'a pas de sens, d'accord? C'est pour ça qu'on définit aussi G de Z, G de ZZ, on le définit comme f' de Z. Simplement voilà, on peut dériver, on a une fonction holomorphe. Donc quand z est égal à oméga, on a envie de dire que évidemment ça va être f' de z. Bon. Donc on le définit aussi. Voilà. Donc en fait, les premières remarques qu'on va pouvoir dire, c'est que h, non, c'est plutôt que g est holomorphe. Alors déjà, ça tombe bien parce que déjà ici, on se demande un peu ce que ça veut dire d'intégrer. Mais comme g est holomorphe, tout se passe bien et on a le droit d'intégrer h le long de gamma. Donc h et g est holomorphe sur d'ailleurs alors plutôt holomorphe, alors pardon, c'est plutôt une fonction de deux variables, donc on va dire la fonction qui a oméga associe g de z oméga. Voilà. Cette fonction là, elle est holomorphe pour tout z. Pour tout z de oméga, c'est holomorphe. D'accord, donc on a le droit de l'intégrer sur le long de gamma, c'est autorisé. Et ensuite évidemment comme la fonction g elle est symétrique, c'est à dire que g de z oméga c'est g de, on peut inverser oméga et z, on a la même chose quand on regarde par rapport à la variable z. Bon, ça c'est un détail, bon ça va nous servir pour la suite, mais voilà. Donc ça c'est assez facile à vérifier, je ne vais pas le faire ici. Simplement définition de l'holomorphie. Et maintenant on va s'attaquer au noyau dur, donc H de Z. Alors pardon, ici évidemment j'ai fait aussi une bourde, c'est que il n'y a pas de oméga du coup, parce que ça disparaît. Donc c'est H de Z, voilà. Ok, et donc là ce que j'affirme, c'est que H est holomorphe sur C. Voilà. Ça va être tout le noyau dur, on va dire, de la démonstration, même si en vrai, il ne nous reste pas non plus énormément de choses à faire là. C'est que H est holomorphe sur C entier. Et en fait, ça va être très intéressant parce qu'une fois qu'on aura montré ce truc, donc supposons que ce soit vrai, ben, en fait, on va pouvoir dire que H, quand Z n'est pas dans oméga, donc quand Z il est vraiment à l'extérieur de gamma, hein, H de Z il est de cette forme. Et du coup, quand Z tend vers plus infini, par théorème de convergence dominée, H tend vers 0. D'accord, ce truc-là tend vers 0, et ensuite avec une convergence dominée, on dit que l'intégrale tend vers 0. Donc on sait que H de Z il tend vers 0 quand Z tend vers plus infini. Et ça c'est très pratique parce qu'une fonction qui est holomorphe sur C et qui tend vers 0 en plus infini, elle est forcément égale à 0. Alors ça je ne vais pas le redémontrer, mais simplement ça vient de la formule de Cauchy, mais version simplifiée, pour une fonction holomorphe sur C entier. Donc une fonction qui est holomorphe sur C entier, on l'appelle une fonction entière. Et une fonction entière, en fait on peut démontrer très simplement cette formule-là. Simplement en fait c'est une interversion série intégrale qui ne serait pas autorisée ici et donc on peut démontrer que la fonction h est forcément constante et comme elle tend vers 0 en plus infini, elle est forcément constante à 0. Voilà.
Donc en gros, si on a démontré que h est holomorphe sur C, on a gagné parce qu'on a h qui est égal à 0. Et ensuite, de la même manière, je vous laisse vérifier, mais si on prend un z tel que son indice est non nul, et qui est l'intérieur de gamma, bah on a juste h de z qui est égal à 0, donc on a l'intégrale le long de gamma de f de z moins f de oméga sur z moins oméga qui est égal à 0. Et ensuite, il suffit juste de passer le f de z de l'autre côté, etc. Désolé, et on a bien la formule voulue. Voilà. Donc il nous suffit juste de montrer le guess, le len ici, et on pourra conclure. Donc ça va se découper en plusieurs étapes. Donc on prend un chemin gamma comme ça. Ça c'est notre chemin gamma. Ok. Et en fait simplement, donc là je prends un chemin qui est injectif, etc. Donc il est Jordan, mais c'est pas forcément le cas. Il peut faire des tours, il peut revenir, etc. Il peut faire des choses un peu chiantes. Il y a plusieurs cas de figure en fait. On va regarder localement ce qui va se passer, hein, parce qu'on va montrer que H est holomorphe, donc comme l'holomorphie c'est comme la continuité, c'est quelque chose qui se vérifie au voisinage de chaque point, on va regarder chaque point, en chaque point ce qui se passe. Si je prends un A qui est dans l'intérieur de gamma, c'est une sorte de théorème pour les fonctions de classe C1, mais version fonction holomorphe. Ça se démontre simplement, je ne vais pas le faire ici non plus parce que c'est globalement les mêmes hypothèses. D'accord, donc globalement en fait, ce qui se passe si on prend un A qui est dans l'intérieur de gamma, ça c'est un ouvert. Hein. Donc je peux prendre une petite boule, un disque de rayon A et de rayon epsilon qui est inclus dans l'intérieur. D'accord, donc là j'ai mon A, j'ai mon disque et simplement H de Z sur ce disque, il est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale de f de z moins f de oméga sur oméga moins z d oméga. Et encore une fois, je peux, comme tout à l'heure, en fait, on peut appliquer donc un théorème pour les fonctions de classe C1 en vérifiant que la dérivée par rapport à z est bien bornée indépendamment. Et ça provient du fait que le 1 sur oméga moins z, là, il ne peut pas exploser. Ce truc-là, il ne peut pas exploser parce que notre oméga, il est confiné. Enfin, notre oméga, il parcourt gamma. Donc là, je vais redessiner ce disque-là, je le redessine ici. Notre oméga, il parcourt notre gamma. Et puis, notre point Z, lui, il est confiné dans ce disque. Et du coup, il y aura toujours une distance minimale. On voit bien que le disque ici, il ne touche pas gamma. Donc, comme il y a une distance minimale, on peut borner ça par quelque chose qui est indépendant. Et donc, tout va bien se passer. Donc H est holomorphe sur le disque de rayon A, enfin de centre A et de rayon epsilon. Donc on est bien holomorphe sur un voisinage de A dès qu'on est à l'intérieur. De la même manière, on peut dire si on est à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? On peut distinguer deux cas. Donc soit A. Donc je rappelle, quand on est à l'extérieur ou à l'intérieur, on n'est pas sur gamma. Hein. On est bien inclus dans C privé de gamma, donc on n'est pas sur le chemin gamma. On va voir que quand on est sur le chemin gamma, c'est un peu plus complexe, mais on va voir ça juste après. Donc si A est inclus dans l'extérieur de gamma, enfin si A appartient à l'extérieur de gamma, c'est essentiellement la même chose. Soit on est dans oméga, et du coup, on refait le même procédé, on est là, on extrait une boule et on a une distance minimale entre cette boule et le chemin gamma. Soit on n'est pas dans oméga. Et dans ce cas, on peut quand même extraire un voisinage. Alors attention, parce que le complémentaire de oméga n'est pas ouvert. Oméga est un ouvert, le complémentaire reste un fermé, mais en fait, on peut quand même exclure une boule, on peut quand même trouver une boule qui est incluse dans l'extérieur. Ok ? Et en fait, on montre que sur l'extérieur, pour tout z de l'extérieur, h de z coïncide avec l'intégrale de f de oméga sur oméga moins z. Donc ça c'est vrai parce que, simplement avec la remarque que j'ai faite tout à l'heure, quand on calcule h de z,
quand z est à l'extérieur, on voit que l'indice est nul. On a le droit de calculer f de z, c'est autorisé ici. Et donc tout le calcul ici, toute cette partie-là tombe à 0 et il reste que cette partie-là. Donc en fait, je l'ai démontré tout à l'heure que sur l'extérieur, h de z il coïncide parfaitement avec ce truc-là. Et c'est la raison pour laquelle on l'a posé à l'extérieur, enfin en dehors de oméga, on l'a également posé comme ça. C'est qu'on veut que les deux définitions de h coïncident au voisinage quand on sort de oméga. Par contre, voilà, je rappelle, le oméga, on ne sait pas du tout quelle tête il a. Il peut ne pas être connexe par arc, il peut être vraiment se comporter d'une très mauvaise manière. Mais en fait, ici, encore une fois, on est sur une preuve topologique, donc sur une preuve vraiment qui regarde que localement ce qui se passe. Et donc, on peut, c'est la force de la preuve, c'est qu'on peut ne faire aucune supposition sur oméga et avoir une démonstration qui marche quand même. Bon. Voilà, donc en fait, on a juste h qui est égal à ça. Et là, c'est pareil. On a simplement par théorème sur les fonctions, par théorème de classe C1 pour les intégrales, mais version holomorphe, on va avoir h qui est holomorphe ici. Donc, on est encore une fois OK. Bon, il n'y avait pas besoin de faire cette distinction du coup, c'est pas grave. Donc voilà, ça vient vraiment juste du fait que sur l'extérieur, h il est de cette tête là. Et donc avec une tête pareille, on voit bien que assez simplement, si on a le théorème pour les fonctions holomorphes, les fonctions de holomorphes pour les intégrales, ça va bien se comporter. Donc là, qu'est-ce qui se passe si A appartient à gamma? Simplement, on voit que quand oméga parcourt le chemin gamma, donc on prend oméga, on regarde il parcourt, et à un moment on croise Z. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est quand même autorisé. Hein, je veux dire, encore une fois, on a vérifié. Enfin, c'est ce que j'ai admis, mais G, la fonction est holomorphe pour tout Z de oméga. Donc en particulier, voilà, si on croise Z, on va pas avoir une division par 0. Okay, même si ici on a l'impression qu'on intègre une division par 0. Encore une fois, la définition quand oméga est égal à Z, c'est pas ce taux d'accroissement, c'est f'. Donc ça sera f' de z. Donc bref, tout est autorisé ici, mais par contre, on n'a plus du tout de théorème pour les fonctions de classe C1. C'est-à-dire que ce qui était autorisé ici, parce que ça on pouvait le majorer, on ne va pas du tout le faire ici parce que la majoration tombe en défaut puisqu'on a une division par 0. Donc ce qu'on va faire, simplement, c'est on va regarder notre chemin oméga, donc enfin notre chemin gamma, ok, il a une tête comme ça, bon après il part, ok, et puis là on a notre point A. Là, on va utiliser une idée très intéressante qui va nous permettre de conclure. C'est qu'en fait, on peut s'autoriser à contourner le point A. On peut simplement, pourquoi? Donc si on prend, donc ça c'est A, on va supposer que tout ça, c'est un disque qui est inclus dans oméga. Okay. Ce disque, je vais l'appeler D et je vais le supposer inclus dans oméga. De toute façon, oméga est un ouvert, donc je peux toujours trouver un disque centré en A qui est inclus dans oméga, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, ce que j'utilise, c'est que l'intégrale le long de ce chemin-là, donc on va l'appeler phi, c'est la même chose que le chemin le long de psi. Ok, donc ce que j'affirme, c'est que l'intégrale le long de phi de g, de z oméga, d oméga, c'est égal à l'intégrale le long de psi de g de z oméga, d oméga. Vous êtes d'accord que maintenant, si je dis que gamma tilde, c'est gamma moins phi plus psi, donc en gros, c'est le chemin qui arrive gamma et qui, plutôt que de parcourir phi, il parcourt psi, et ensuite il revient. On sera d'accord pour dire que gamma tilde est toujours un chemin C0, C1 par morceau fermé, qui vérifie les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire que l'intérieur de gamma tilde est inclus dans oméga, gamma tilde est inclus dans oméga, voilà. Donc on vérifie toujours les mêmes hypothèses. Par contre, l'avantage maintenant, c'est que A, il n'appartient pas à gamma tilde. Donc en fait, on va se replacer dans le cas précédent. On va remonter une étape et on va se placer dans le cas où A n'appartient pas à gamma. C'est le cas plus simple. Donc il suffit de montrer que l'intégrale le long de phi, c'est l'intégrale le long de psi. Et du coup, on aura automatiquement que H,
c'est l'intégrale le long de gamma moins phi, plus l'intégrale le long de phi. Et l'intégrale le long de phi, c'est l'intégrale le long de psi. Et l'intégrale donc de gamma moins phi plus l'intégrale de psi, c'est l'intégrale de gamma tilde. Voilà. Donc ça va conclure la démonstration. Il suffit juste de montrer ça. Et en fait ce truc là c'est très facile puisqu'en fait on intègre une fonction qui est holomorphe sur tout ce disque là. Sur tout ce disque là on intègre une fonction qui est holomorphe. Et on peut regarder juste localement, donc on peut trouver un disque, on va dire, on prend un disque D tel que on peut retrouver un disque de taille plus petite, on va dire. Ça, on va le noter B, ok. B, on va dire que c'est juste D, mais divisé par 3, c'est-à-dire que le rayon est divisé par 3. Et vous êtes d'accord pour dire que phi et psi, ici, si on les prend suffisamment petits, on peut toujours les prendre suffisamment petits, on les choisit tels que phi et psi sont inclus dans B. Et là, c'est encore quelque chose que je ne vais pas vérifier, mais c'est le même argument que tout à l'heure quand j'ai dit que la formule de Cauchy elle était vraie pour une fonction entière. Bah, c'est exactement la même chose, mais quand tout est inclus dans un disque, tout se passe bien. En fait, encore une fois, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste une interversion série intégrale. C'est-à-dire qu'on sait que la fonction g est holomorphe, donc la fonction g, on peut la développer en série entière. Ok, donc l'intégrale de g, c'est l'intégrale d'une série entière qu'on intervertit. Et ensuite, tout se passe bien et on retrouve la formule. Donc ça, je vous laisse... je laisse... des précisions, encore une fois, je vous conseille d'aller regarder la série de vidéos de Math Étoile sur ce sujet pour comprendre les petits détails ici. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout est inclus dans une boule, dans un disque, les intégrales ici sont égales. Voilà, donc au final, on a bien h qui est égal sur ce voisinage-là, qui est égal à l'intégrale le long de gamma tilde. Parce que ça c'est vrai c'est non seulement vrai pour A, mais c'est vrai pour n'importe quel Z qui est sur un voisinage de A. Donc sur ce voisinage, on a h de Z qui va être égal à l'intégrale le long de gamma tilde de G. Et ça c'est holomorphe. Voilà, donc finalement pour conclure, on a bien montré que H était holomorphe sur C tout entier. Puis ensuite, une sorte du théorème de Liouville, qui est donc une version très simple à démontrer de la formule de Cauchy, nous permet de dire que H est égal à 0. Et ça nous permet de montrer la formule générale, qui est celle-là. Et d'ailleurs, on a même montré que, d'une autre manière, cette formule est aussi vraie si l'indice de Z est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a montré si indice de Z égale 0, on a montré que l'intégrale de f de oméga sur oméga moins z est égale à 0. Voilà, là j'avais juste supposé que l'indice était non nul pour pouvoir le passer de l'autre côté et faire une division. Mais en fait, on se rend compte que dans la preuve, tout fonctionne pareil. Il n'y a aucun endroit où ça va clocher. L'indice, en fait, on s'en sert que à la fin quand on isole. Une fois qu'on sait que h est égal à 0, on isole la formule, donc on s'en sert que à la fin. Mais voilà, on a l'indice de z qui est égal à 0, implique que cette formule-là est égale à 0. Et ça nous permet même un corollaire, un petit corollaire. C'est que du coup l'intégrale, donc sous ces conditions-là, c'est-à-dire une fonction holomorphe dont l'intérieur est un chemin gamma fermé dont l'intérieur est inclus dans oméga et lui-même inclus dans oméga, ça nous permet de déduire que l'intégrale le long de f est égale à 0. Donc pour démontrer ça, en fait, c'est très simple. On utilise la formule de Cauchy. On pose g de z est égal à z moins oméga f de z. Et du coup, la formule de Cauchy pour g, ça nous dit que l'intégrale le long de gamma de g de sigma sur sigma moins oméga, c'est égal à g de oméga.
Sauf que g de oméga ici, c'est oméga moins oméga fois f de oméga, donc ça fait 0. Et g de sigma sur sigma moins oméga, c'est quoi? C'est simplement l'intégrale de f de sigma, des sigma.